Dans cet exercice, on va étudier la suite récurrente définie par une condition initiale U0 réelle et par la relation de récurrence UN plus 1 est égal à 1 moins sinus UN. On va découper cet exercice en 3 étapes. La première étape, ça va être la définition de la suite et le confinement des termes. La deuxième étape, c'est l'étude de monotonie éventuelle. Et enfin, la dernière étape, c'est savoir si oui ou non cette suite sera convergente. Pour montrer que cette suite est bien définie et pour localiser les termes de la suite, on va déjà un petit peu détailler comment fonctionne cette récurrence. Cette suite est évidemment une suite récurrente, associée à la fonction f, fonction qui est bien définie sur R, à valeur dans R, et qui à x associe 1 moins sinus de x. Donc étant donné que R est un intervalle stable, la suite est bien définie, on n'en doutait pas puisque la fonction f n'a aucune valeur interdite, et cette suite est à valeur dans R. Alors évidemment, on est content que la fonction n'ait pas trop de particularités et que la suite soit bien définie, mais le à valeur dans R, il est un petit peu gênant. On aimerait bien regarder si les termes de la suite se localisent pas à des endroits particuliers. Donc pour ça, on va étudier les premiers thèmes et on va regarder comment ils évoluent. La condition initiale est très très large, on l'a vu, U0 est un nombre réel quelconque. Si on calcule U1, on obtient 1 moins sinus de U0. Or le sinus de U0, c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1, donc U1 va être un élément de l'intervalle 0,2. Donc on voit déjà que U1 se localise dans un segment. Si on fait de même, si on calcule U2, qui est égal à 1 moins le sinus de U1. Étant donné que l'intervalle 0,2 est inclus dans l'intervalle 0π, on sait que le sinus de U1 est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc 1 moins un nombre qui est compris entre 0 et 1, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc U2 est bien un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc on voit ici qu'on travaille dans des intervalles qui sont de plus en plus restreints. Or, si je prends x, un élément de l'intervalle 0,1, si on localise maintenant où se trouve f de x, comme x est un élément de l'intervalle 0,1, il est aussi dans l'intervalle 0π. Or, le sinus d'un nombre qui est compris entre 0 et π est dans l'intervalle 0,1. Donc 1 moins le sinus de x appartient également à l'intervalle 0,1. On en déduit donc que la fonction f, si vous la restreignez à l'intervalle 0,1, cette fonction est à valeur dans l'intervalle 0,1. On vient de démontrer que l'image par f de l'intervalle 0,1 est inclus dans l'intervalle 0,1. Autrement dit, l'intervalle 0,1 est stable par f. Alors, étant donné qu'on a montré que le terme U2 est toujours dans l'intervalle 0,1, quelle que soit la condition initiale réelle, on en déduit qu'à partir de l'indice 2, tous les termes de la suite vont être localisés dans l'intervalle 0,1. On peut dresser un bilan de la première partie de l'étude. On a démontré que U2 est toujours dans l'intervalle 0,1, quelle que soit la condition initiale. On sait que l'intervalle 0,1 est stable par f. Donc, on sait que tous les termes de la suite vont rester dans l'intervalle 0,1, et ceci pour tout entier naturel supérieur ou égal à 2. On en déduit donc que la suite UN est bornée. Voilà le bilan qu'on peut faire à l'issue de la première étape. On va maintenant passer à la deuxième étape. On va étudier la monotonie éventuelle de la suite UN ou éventuellement de l'une de ses sous-suites. Et pour ça, on va étudier la fonction f restreinte à l'intervalle 0,1. On va étudier sa monotonie, puisque si la fonction f est croissante sur un intervalle stable, la suite UN sera monotone. Et en cas de décroissance, dans ce cas-là, il faudra étudier les sous-suites des termes de rang pair et de rang impair. Et si elle est ni croissante ni décroissante, alors là, il faudra affiner l'étude beaucoup plus. Partons pas perdant, on va déjà étudier les variations de la fonction f. Bon, la fonction f est évidemment dérivable sur R, puisque c'est une somme de fonctions dérivables, et on peut noter que quel que soit x appartenant à R, la dérivée de f va être égale à l'opposé de cosinus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier la fonction sur l'intervalle 0,1, donc on va se contenter de regarder le signe de la dérivée sur cet intervalle. Comme la fonction cosinus entre 0 et 1 est à valeur strictement positive, la dérivée est donc strictement négative sur l'intervalle 0,1. On en déduit donc que la fonction f, elle décroît strictement. Alors c'est pas une très très bonne nouvelle, puisqu'on va être contraint d'étudier les sous-suites des termes de rang pair et les sous-suites de termes de rang impair. Effectivement, on sait qu'on passe de U2n à U2n plus 2 en appliquant la fonction f rond f, et comme la fonction f est décroissante sur l'intervalle stable, 0,1, la fonction f rond f, elle, est croissante sur l'intervalle 0,1. On peut donc conclure directement que la suite U2n est monotone. De la même façon, pour passer de U2n plus 1 à U2n plus 3, il faut appliquer deux fois la fonction f.
On a toujours f rond f évidemment qui est croissante, donc on récupère de la même manière que ci-dessus que la suite U2n plus 1 est aussi une suite monotone. Si on confronte ce qu'on vient d'obtenir à ce qu'on a obtenu dans la séquence précédente, les deux sous-suites U2n et U2n plus 1 sont monotones, la suite UN est bornée, donc ces sous-suites sont également bornées. On en déduit donc, grâce au théorème de la limite monotone, que les sous-suites U2n et U2n plus 1 sont convergentes. Donc, grâce au théorème de la limite monotone, U2n et U2n plus 1 sont monotones et bornées, donc elles convergent respectivement vers deux limites réelles. Je vais appeler L1 la limite de la sous-suite des termes de rang pair, et L2 la limite de la sous-suite des termes de rang impair. Maintenant, la question qui reste en suspens, c'est est-ce que ces deux limites sont égales ? Auquel cas la suite UN sera convergente, ou est-ce que ces limites sont différentes, auquel cas la suite UN sera divergente. On peut déjà noter qu'il est facile de localiser l'endroit où se trouvent L1 et L2. Je vous rappelle que pour tout n appartenant à n, lorsque n est plus grand que 2, on avait localisé UN dans l'intervalle 0,1. Donc les sous-suites sont aussi localisées dans l'intervalle 0,1. Si on fait un passage à la limite, on récupère donc que la limite L1 est nécessairement dans l'intervalle 0,1, passage à la limite dans les inégalités, et de la même manière, L2 est dans l'intervalle 0,1. Donc on sait où l'histoire se passe, on sait que ces suites sont convergentes et qu'elles ont des limites dans l'intervalle 0,1. Maintenant, à nous de voir si on est capable d'en savoir un petit peu plus sur les limites. On va passer à la troisième étape. Pour terminer l'étude de la convergence, il nous reste à savoir si les sous-suites des termes de rang pair et de rang pair convergent oui ou non vers la même limite. Pour ça, on va étudier ces relations asymptotiquement, puisqu'on sait que les suites convergent, et pour pouvoir réaliser des passages à la limite dans cette relation, on va s'assurer que ces passages à la limite sont possibles, que la fonction f est bien une fonction continue. Or, la fonction f, c'est la fonction qui à x associe 1 moins sinus x, c'est donc bien une fonction continue sur R, donc la fonction f rond f est continue sur R comme composée de fonctions continues sur R. Donc la limite de la sous-suite des termes de rang pair et la limite de la sous-suite des termes de rang impair sont des points fixes de l'application f rond f. Pour voir ce qu'on va devoir résoudre pour trouver les points fixes de f rond f, on va déjà écrire ce que c'est que f rond f. F rond f de x, c'est par définition f de f de x. C'est donc 1 moins sinus de f de x. C'est donc 1 moins sinus de 1 moins sinus de x. On voit tout de suite que l'équation f rond f de x est égale à x ne va pas être résoluble par des moyens algébriques, comme on résout une équation polynomiale, ou en particulier une équation du second degré. Donc pour résoudre l'équation au point fixe f rond f de x est égal à x, on va probablement passer par une étude de fonction. Et pour cela, on va se ramener à une équation équivalente en ramenant le membre de droite dans le membre de gauche pour obtenir une équation de la forme expression de x est égal à 0. Pour démontrer que cette équation possède des solutions et trouver le nombre de ces solutions, il pourrait être intéressant d'étudier les variations de la fonction qui est définie par cette expression. On va commencer par donner un nom à cette expression. On va poser phi de x va être égal à f rond f de x moins x. C'est une fonction qui est bien dérivable sur l'intervalle 0,1. C'est simplement une somme et une composée de fonctions dérivables. On va calculer sa dérivée, on va s'intéresser plus exactement au signe de sa dérivée. On dérive donc la composée. La dérivée de 1 par rapport à x, c'est évidemment 0. Je dérive maintenant la composée. On va récupérer moins cosinus évalué en 1 moins sinus x, multiplié par la dérivée de 1 moins sinus x, c'est-à-dire moins cosinus de x, moins la dérivée de x, moins 1. On récupère donc, en simplifiant un petit peu l'expression, cosinus de x multiplié par cosinus de 1 moins sinus de x, moins 1. Pour chercher le signe de la dérivée, on va localiser où se trouve cosinus de x et cosinus de 1 moins sinus de x. Comme x est un nombre qui est compris entre 0 et 1, le cosinus de x, il va être compris a priori entre 0 et 1 également. De la même façon, comme x est compris entre 0 et 1, le sinus de x est compris entre 0 et 1, 1 moins cosinus de x est aussi compris entre 0 et 1. Or, le cosinus d'un nombre qui est compris entre 0 et 1 est aussi compris entre 0 et 1. On en déduit donc que la dérivée de phi est déjà négative ou nulle, puisque le produit de nombres compris entre 0 et 1 est un nombre compris entre 0 et 1. Mais on peut aller un petit peu plus loin, puisque la dérivée de phi ne peut s'annuler que si le produit de ces deux nombres sont égaux à 1. Comme ces deux nombres sont entre 0 et 1, pour que le produit fasse 1, il faut que chacun d'eux fasse 1. Or, quand on est dans l'intervalle 0,1, le cosinus ne vaut 1 que si x est égal à 0. Or, si x est égal à 0, 1 moins sinus de x n'étant pas égal à 0, le produit des deux ne sera pas égal à 1. On en déduit donc que la dérivée de phi sur l'intervalle 0,1 est nécessairement strictement négative. On peut donc conclure que phi décroît strictement. Comme la fonction phi décroît strictement, elle ne prend ses valeurs
qu'une seule fois. On peut donc conclure que la fonction phi s'annule au plus une fois dans l'intervalle 0,1. On peut donc conclure que l'application f rond f possède au plus un point fixe. Maintenant qu'on sait que phi s'annule au plus une fois, on va essayer de regarder si elle s'annule réellement. Pour ça, je vais appliquer le théorème des valeurs intermédiaires qui réclame que la fonction phi soit bien continue sur l'intervalle 0,1. Elle l'est, comme somme est composée de fonctions continues. On va évaluer phi en 0 et en 1. Phi de 0 est égal à 1 moins sinus de 1, qui est un nombre qui est positif. Phi de 1 va être égal à moins sinus de 1 moins sinus de 1, qui est un nombre négatif, puisque 1 moins sinus de 1 est compris strictement entre 0 et 1, donc le sinus est strictement positif, donc son opposé est strictement négatif. Comme la fonction phi est continue sur 0,1 et prend des valeurs négatives ou positives, phi s'annule donc en vertu du théorème des valeurs intermédiaires au moins une fois. On peut donc conclure que l'application f rond f possède un unique point fixe dans l'intervalle 0,1. On peut donc conclure que comme la sous-suite des termes de rang pair converge vers un point fixe de f rond f, et que ce point fixe est unique, si j'appelle L ce point fixe, on récupère que U2n est une suite qui converge vers L. De la même manière, la sous-suite U2n plus 1 converge vers un point fixe de f rond f. Celui-ci étant unique, cette sous-suite converge vers L. Par théorème, on a vu que lorsque les sous-suites des termes de rang pair et de rang impair convergent vers la même limite, on récupère donc bien que la suite UN est convergente. On peut donc conclure que la suite UN converge. Ce qui est intéressant maintenant, ça serait de regarder l'évolution graphique des termes de la suite pour voir la différence avec le cas où la fonction f serait croissante sur un intervalle stable. Pour voir l'évolution des termes de la suite, on trace le graphe de la fonction f. Bon, sa restriction à l'intervalle 0,1 suffira puisque c'est là où ça va se passer, et la droite d'équation y est égale à x. On s'aperçoit effectivement que comme l'application est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1, on a un unique point fixe pour la fonction. C'est l'unique candidat à être la limite de notre suite. On a vu que dès que n est supérieur ou égal à 2, les termes de la suite sont dans l'intervalle 0,1. Donc on va étudier le graphe de la suite à partir du moment où on est capté dans l'intervalle stable, c'est-à-dire à partir du moment où on atteint U2. Donc imaginez que U2, par exemple, se situe, alors il se situe quelque part dans 0,1, imaginez que U2 se situe ici. Donc pour calculer le terme suivant, je regarde son image par la fonction f. Pour avoir le terme U3 sur l'axe des abscisses, je fais le ricochet sur la première bisectrice, donc là je vais y trouver U3. Pour connaître U4, je vais chercher l'image de U3 par la fonction f, que je trouve ici. Pour connaître ce terme, pour pouvoir reproduire ce terme sur l'axe des abscisses, je fais le ricochet sur la première bisectrice. Pour pouvoir calculer U5, il me faut connaître le terme U4, je le répercute donc sur l'axe des abscisses. Pour pouvoir calculer U5, je veux U4 sur l'axe des abscisses, je vais faire le ricochet sur la bisectrice. Je récupère ici donc la valeur de U5, et on continue comme ça pour calculer les termes de la suite. Alors on voit que la configuration est très différente, puisque les termes de la suite vont réaliser un graphe qui va s'enrouler comme ça autour de la limite. Donc quand on a une fonction qui est décroissante sur un intervalle stable, si la suite est convergente, on trouve une configuration en escargot. On retrouve que la sous-suite des termes de rang pair et la sous-suite des termes de rang impair sont des sous-suites monotones de monotonie opposée, et on a vu effectivement qu'elles convergeaient vers l'unique point fixe de la fonction f, qui est d'ailleurs l'unique point fixe de la fonction f rond f. Si U2 s'était retrouvé de l'autre côté du point fixe, on aurait une configuration légèrement différente. C'est cette fois-ci la sous-suite des termes de rang pair qui serait croissante et la sous-suite des termes de rang impair qui serait décroissante. Donc là, on voit qu'on a deux configurations radicalement différentes quand on travaille avec une fonction croissante sur un intervalle stable et une fonction décroissante sur un intervalle stable.